Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Les titres de votre journal. Plus d'une centaine de véhicules saisis dans la ville de Bobo-Dioulasso. La décision gouvernementale interdisant la circulation de tout véhicule aux vitres teintées ou fumées, et ce sans plaque d'immatriculation, est mise en pratique. Le point dans ce journal. Bouinzé Mwende, nul n'est comparable à Dieu, c'est le nom du bébé devenu célèbre depuis le putsch raté. Elle est née avec un projectile dans le corps, lequel avait été reçu par sa mère peu avant sa venue au monde. Aujourd'hui, elle et sa mère se portent bien, la preuve dans ce journal. Lui aussi est devenu célèbre depuis quelque temps. Sa plume était plus connue que son image aujourd'hui sur bon nombre de tabloïds. Yassine Sanou est le meilleur journaliste africain 2015 selon le prestigieux concours CNN MultiChoice. Nuit du 29 octobre, nous étions à la chambre 143 est le titre de l'article qui lui a valu ce prix. Il est l'invité de ce journal. Voici donc pour le menu de cette édition. Avant de développer tous ces titres, cette opération conjointe menée par la police nationale et municipale de Bobo-Dioulasso, une centaine de véhicules aux vitres teintées et non immatriculés ont été saisis, conformément à la décision prise par le Conseil des ministres le 14 octobre dernier. Constat, Mireille Carole Tougma et Ahadi Sandamba. Samedi noir pour ces propriétaires de véhicules à vitres teintées et ceux sans immatriculation. En 3 heures d'opération, ce sont 92 véhicules qui ont été saisis par la police nationale et ceux en application de la mesure interdisant la circulation de ce type d'engins sur toute l'étendue du territoire national. Sur les visages des concernés donc se lisent colère et étonnement. On nous arrête pour les vitres teintées. Il n'y a que quand même pas une semaine, on n'a qu'à quand même nous laisser le temps quand même de décoller pour montrer qu'on n'est pas des voleurs. Nous sommes des citoyens burkinabés. Il paraît que c'est interdit. Donc nous, on n'avait pas d'informations là-dessus. C'est notre première fois d'entendre ça. On n'est pas content parce que ce que le gouvernement dit, on est d'accord. Mais il y a des véhicules qui viennent avec des vitres fumées. Ça vient comme ça. Vous voulez qu'on fait comment? Qu'à cela ne tienne, cette opération entre dans le cadre de la sécurité du territoire. Non seulement pour prévenir les sécurités d'une manière générale et aussi attirer l'attention des populations. Les vitres qui ont été teintées ici, les intéressés doivent faire cesser l'infraction en les enlevant. Le second volet, c'est les véhicules, concerne les véhicules qui ont les vitres teintées depuis l'origine. Les techniciens des services du CCVA vont nous appuyer pour faire la part belle des choses. Mais en attendant tout cela, ces véhicules sont en fourrière. En rappel, c'est le 14 octobre dernier que la mesure interdisant la circulation de tout véhicule à vitres teintées et ceux sans immatriculation a été adoptée en Conseil des ministres. 4000 jeunes ont soif de connaissances et de savoir faire valoriser ces connaissances. Ils sont donc à Koudougou sous l'égide de leur ministère de tutelle pour une séance de rattrapage. Le point avec Ibrahim Assombier et Estelle Judith Assogba. Le temps est donné avec la remise officielle de ce lot de matériel aux jeunes de la région du centre bénéficiaires du programme d'apprentissage du projet Emploi des jeunes et développement des compétences. Ainsi, 4000 jeunes des 13 régions du Burkina bénéficieront de cette formation centrée sur la coupe-couture, l'électricité bâtiment, la mécanique auto, la mécanique deux roues et la menuiserie métallique. Ce projet est né de la volonté du gouvernement burkinabé pour apporter une solution à la problématique du chômage de cette frange de la population. Et c'est l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, qui est chargée de l'exécution de la composante programme d'apprentissage. Pour pouvoir vraiment permettre à ces jeunes de répondre aux besoins des entreprises, on a jugé nécessaire de faire une formation alternée. On parle de la formation alternée, le tiers se déroule au niveau des centres de formation à travers des formations théoriques et maintenant la pratique, les 2 tiers se font au niveau des centres de formation
ou de certaines entreprises qui vont être identifiées et qui sont déjà même identifiées pour pouvoir faire ces formations effectivement pratiques. Ce qui va permettre aux jeunes d'améliorer leurs compétences plus techniques au lieu de se fier seulement qu'à la théorie. Pour permettre aux bénéficiaires d'inculquer des compétences techniques, la avec des partenaires comme la Chambre de commerce, la Fédération nationale des artisans du Burkina, le Conseil national du patronat burkinabé et la Chambre des métiers. L'objectif recherché, c'est de permettre aux bénéficiaires de devenir plus tard soit des futurs entrepreneurs ou des employés au sein des entreprises. Pas de problème. Elle l'annonçait le 1er octobre dernier, l'ONG Bonne Fontaine compte poursuivre cette année ses actions en faveur de l'éducation sur le terrain. Cela s'est matérialisé le 16 octobre dernier par un paraphe de convention, laquelle convention met en avant la formation initiale comme renforcement de l'enseignement au Burkina, Roger Kam et Nyarkiteda. Par cette signature, ce sont de nouveaux modules d'enseignement-apprentissage que l'ONG Bonne Fontaine met à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour renforcer la qualité de l'enseignement. L'ENEP de Lumbila a été choisi pour expérimenter la nouvelle approche. Une approche centrée essentiellement sur le genre et place les élèves au cœur de l'apprentissage. C'est un partenariat que nous faisons avec l'ENEP de Lumbila pour qu'ils puissent expérimenter des modules de formation qui puissent aider les enseignants eux-mêmes à pouvoir faire face à des classes surchargées, à tenir compte de la particularité des élèves, notamment dans sa composante genre. Pour y arriver, l'approche vise à introduire de nouveaux outils dans les curricula de formation initiale avec comme enjeu la recherche de l'efficacité. Ça vient à point nommé dès la rentrée immédiatement. Selon la convention, il y aura des sessions de formation à l'endroit des professeurs permanents des ENEP. Et ces formations vont leur permettre donc d'expérimenter ça dans leur classe. Une disposition bien accueillie par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ici représenté et qui invite les acteurs à s'en approprier, car l'ambition est de partager les bonnes pratiques et les leçons apprises avec l'ensemble des ENEP du Burkina. La digue du barrage de Bogandé a cédé. Le phénomène a surpris plus d'un et cause des désagréments aux producteurs du périmètre irrigué. 65 hectares y sont exploités et cette rupture occasionne une perte de 247 tonnes de riz sur le rendement prévu. Le gouverneur de la région de l'Est s'est rendu sur le site. Amidou Lankwande, Joël Tendambiga et Nazé Ouattara pour le reportage. Aménagé en 1974 par la mission catholique, le périmètre irrigué de Bogandé dans la Nyanya manque d'eau aujourd'hui pour permettre au riz de suivre son cycle normal. Et pour cause, la digue du barrage qui retenait l'eau pour alimenter cette superficie de 65 hectares a cédé suite à des pluies diluviennes. Le constat est amer. Cette grande retenue d'eau qui devait servir à beaucoup de choses aujourd'hui n'est plus là. C'est pratiquement les larmes aux yeux que nous constatons cela. Cette fuite d'eau du barrage a occasionné la destruction de 61 hectares. Les pertes sont estimées à plus de 41 millions de francs CFA. Pour sa réhabilitation, le gouverneur de l'Est compte sur la mobilisation de la population et des partenaires. Les populations se sont déjà mobilisées, elles ont fait un grand travail. Et l'État est en train de prendre le relais certainement pour voir dans quelle mesure très urgemment il faut remettre cette digue en marche. À ce jour, 265 riziculteurs sont au chômage. Un espace pour parler eau, assainissement et hygiène, le SAIA est sa dénomination. Ce salon est prévu se tenir du 23 au 25 octobre prochain à Ouagadougou. La première édition du salon de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement se veut une tribune d'interpellation. Les décideurs politiques sont ainsi invités à plus d'engagement en la matière. Mounira Kéré et Kader Savadogo. Partager des expériences et trouver des solutions aux problèmes d'eau, voilà qui justifie la mise en place du SAIA, le salon de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. La première édition se tiendra du 23 au 25 octobre prochain et le comité d'organisation rencontre ici la presse
pour faire le point des préparatifs. L'idée du salon, c'est d'abord de montrer ce qui se fait, le chemin parcouru, de montrer aussi les gaps qui restent à combler. Il y aura 3 panels, 3 ateliers techniques. Et au niveau des 3 ateliers techniques, on va avoir des technologies, des solutions simples. En plus de ce menu figure en bonne place une exposition vente des produits en rapport avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Dans les expositions, il est prévu que on puisse faire des démonstrations, présenter les produits, que les gens puissent pourquoi pas essayer, pour voir, discuter, contredire même pourquoi pas les inventeurs, les technologues, mais aussi les opérateurs économiques qui sont invités à venir sur la plateforme, à donner d'abord l'information, à montrer l'offre qui existe. C'est au pavillon du Soleil Levant 6 au Siao que le Saya ouvrira ses portes au public. Une soirée gala sera organisée le samedi 24 octobre où le mérite des personnes œuvrant pour la cause de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement sera récompensé. Elle se porte bien, mère et fille se portent bien après avoir reçu une balle d'abord par la mère et ensuite par le bébé venu au monde quelques heures plus tard. Nous revenons sur cette histoire miraculeuse qui a suscité bien de commentaires et c'est avec Konsun Koulibaly et Amandine Lalsaga. C'est un bébé à l'apparence ordinaire. Sa naissance pourtant a une histoire particulière. Cette fillette est venue au monde le 18 septembre 2015 au moment où des balles de fusil entamaient la quiétude des Ouagavillois lors de la tentative de putsch de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Sa maman enceinte a reçu une balle en plein utérus. J'étais assise dans la cour en train de faire la lessive parce que le travail avait commencé et je voulais laver quelques habits pour pouvoir me rendre à l'hôpital. Quand j'ai senti brusquement un coup au niveau du ventre, comme il y avait des enfants qui s'amusaient à côté, je pensais que c'était eux qui avaient lancé une pierre. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais un trou au niveau du ventre et que je saignais. J'ai alors crié très fort et les gens sont venus me transporter à l'hôpital. C'était pas facile. On avait barré la voie partout à cause du coup d'État. Au SEMA de Pôle 6, c'est le docteur Aïcha Sana qui a pratiqué la césarienne. En déplacement et jointe au téléphone, elle donne les détails de l'opération. En phase opératoire, juste après l'intervention, on a vérifié au niveau de l'apnée de l'enfant, on n'a pas trouvé la balle. Donc on a demandé à faire une radiographie chez l'enfant. Depuis la situation, on n'a pas pu le faire. Et c'est le lendemain matin que l'enfant a émis les selles. Et dans les selles, on a vu la balle. Le point d'impact de la balle est encore visible sur la petite. Cependant, Dr Sana rassure qu'il n'y aura pas de complications ni pour le bébé, ni sur la maternité de la maman qui est à sa première gestation. Cette marque ne s'effacera pas de sitôt dans les esprits. J'ai vraiment paniqué. J'ai cru que les deux allaient mourir. Arrivé à l'hôpital, on n'a pas bénéficié de soins gratuits. On a dépensé près de 500 000 francs et ce n'est que la semaine dernière que l'hôpital Yalakado nous a rendu visite avec une enveloppe de 200 000 francs. Mais ce n'est vraiment pas facile pour nous. Pour l'heure, la miraculée Boinzé Mwende, qui signifie en français « Nul n'est comparable à Dieu et sa maman », poursuivent leur convalescence à domicile avec, comme l'indique le papa, le soutien de proches. Il n'en demeure pas moins que des dispositions soient prises pour un suivi psychologique de la famille Wangrawa. Et ce serait le moins qu'on puisse faire, Amandine Lalsaga. Du haut de son mètre 97, Yassen Sanou, journaliste à l'Observateur Palga, a surplombé ses adversaires. Au Kenya, il a été sacré meilleur journaliste africain et au passage a remporté le prix CNN du meilleur article de presse francophone. Si sa plume est bien connue de ses lecteurs, Nongba Kouda et Tanga Kafando nous le présentent en images. 3 fois gagnant du meilleur reportage presse écrite, le journaliste du quotidien privé L'Observateur Palga vient d'être doublement sacré au Kenya, meilleur journaliste de presse francophone et lauréat du prestigieux prix CNN Multichoice du meilleur journaliste africain. Ce prix, tout d'abord, c'est peut-être moi la partie visible de l'iceberg, mais il y a toute une fourmilière qui est derrière moi. C'est bien
tout le personnel de l'Observatoire Palga avec lequel je partage bien sûr ce prix. Et l'article de la consécration est titré « Nuit du 29 octobre à Azalaï, nous étions à la chambre 143 ». Il s'agit de cette fameuse nuit-là en 2014 où, à la veille du vote qui était prévu à l'Assemblée sur le projet de modification de l'article 37, des députés avaient été donc internés au niveau de l'hôtel Azalaï pour attendre donc le vote le lendemain. Nous étions, mon collègue Adama Ouedraogo Damis et moi, à l'hôtel où nous avons pris une chambre. Nous avons passé la nuit en compagnie de ces députés. Nous avons décrit un peu cette ambiance-là et les événements qui ont notamment suivi le matin avec l'incendie du Parlement, aussi de l'hôtel Azalaï. Au journal L'Observateur Palga, la joie est commune et la fierté grande. Alain Saint-Robespierre en 2007 dans une autre catégorie, Yassine Sanou en 2015, on se convainc qu'on a des journalistes professionnels et aussi une école, l'école de l'Observateur Palga. Bien sûr, chacun vient dans les différents médias avec ses capacités intrinsèques, avec ses atouts qui lui sont propres, avec aussi ses petites faiblesses. Mais par-delà, en fait, justement, la petite personne des lauréats, il y a quand même, en fait, le fait qu'il y a un travail collectif. Vous savez, le journalisme, c'est un travail d'équipe. Et je pense que les intéressés, eux-mêmes, en tout cas, en sont conscients. Yassine Sanou est également un produit du département de communication et journalisme de l'université de Ouagadougou. Là, la nouvelle ne tombe pas inaperçue. C'est la preuve qu'on sélectionne la bonne graine. Et on a tous été vraiment flattés et honorés de l'apprendre que c'est un ancien département qui a eu ce prix. Et vraiment, ça nous réconforte et puis ça nous motive davantage dans le travail que nous faisons au quotidien et en le suivant régulièrement dans ce qu'il fait au quotidien à l'Observateur. On s'est rendu compte qu'effectivement, il s'est engagé dans le métier tel que nous le souhaitons que nous enseignons effectivement aux étudiants, de faire l'effort effectivement d'être rigoureux dans tout ce qu'ils font, d'être professionnels et véritablement d'honorer leur métier. 20 ans après sa création, le prix CNN Multi-Choice vient d'enregistrer avec Hyacinthe le premier lauréat de presse francophone et le plus jeune. Preuve que la presse burkinabé, nonobstant quelques canards boiteux, se porte bien, voire très bien. Et nous retrouvons Yassine Sanou sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. On vous a vu très ému lorsque votre professeur d'université intervenait. C'est une surprise pour vous? Oui, ce sont des paroles qui vont droit au cœur venant des enseignants et surtout de la hiérarchie aussi. Et surtout que vous avez dit que c'est ce même professeur qui vous a forcé à faire du journalisme. Non, ce fut un cas de force majeure puisque à l'époque je voulais faire RP et c'est justement M. Gouva qui m'a orienté vers le journalisme et aujourd'hui je pense qu'il est le mieux placé pour partager ce prix-là avec moi. Alors Yassine Sanou, double lauréat au CNN Multi-Choice. Alors vous dites que ce prix est plus un travail de groupe qu'un mérite personnel. Quelle est alors la part des autres dans cet article? Naturellement, pour un article de presse, notamment dans la presse écrite, c'est toute une fourmilière, comme je l'ai dit, qui travaille. Parce que nous allons sur le terrain, nous amenons nos écrits, mais il y a tout un travail qui est fait au-delà. Il y a le travail de correction, le travail de PAO, le travail de publication, le travail d'imprimerie, et même la distribution, pour que le journal puisse sortir en joyau, en produit fini. Il y a tout ce travail-là qui est fait au-delà, et c'est toute cette fourmilière-là donc qui se retrouve dans le travail fourni. Alors, parlez-nous de cette fameuse chambre 143. C'est quand même un risque énorme que vous avez pris ce jour-là. Oui, mais à l'époque, je pense qu'on ne mesurait pas autant le risque parce que c'était l'idée, c'était l'originalité de l'idée qui était plus mise en avant. Et on tenait à vivre de l'intérieur, en fait, ce qui se préparait. C'était vraiment cet événement-là qui se préparait au niveau de l'hémicycle, qui était le vote de la modification, le projet de modification de l'article 37. Et nous tenions à être aux premières loges de cet événement. Heureusement ou malheureusement, nous avons été au problème de tout ce qui a eu lieu la journée du 30 octobre, puisque nous étions à l'hôtel lorsque l'hôtel a été brûlé, nous étions ici au Parlement lorsque le Parlement a été brûlé. Et c'est ainsi donc cela a abouti à cet article-là qui a pu être primé. Mais rassurez-nous que vous n'avez pas été blessé ou autre lors
Personnellement, non, mon collègue et moi, nous n'avons pas été directement blessés. Quoique, comme nous l'avons dit dans l'article, nous avons eu à éviter quelques jets de cailloux, mais ça, c'était vraiment dans le feu de l'action. Alors, au Kenya, vous vous êtes retrouvé seul journaliste burkinabé aux côtés d'autres nationalités africaines. Racontez-nous comment est-ce que vous avez vécu cette cérémonie-là? C'était vraiment un rêve, comme je l'ai dit, parce que se retrouver parmi les 30 meilleurs journalistes de l'Afrique, autant francophones, anglophones que lusophones, c'est déjà un rêve pour un jeune journaliste comme moi. Et se frotter aux anciens vainqueurs, les vainqueurs des 20 dernières années étaient là, aussi les juges qui sont les personnalités du monde des médias de l'Afrique étaient là. Vraiment, cette communauté-là, c'était déjà pour moi le meilleur des prix, de vivre ces jours-là à Nairobi avec eux. Maintenant, la consécration, ça, ce n'est qu'un bonus, en fait. Et justement, quand vous entendez votre nom à 2 reprises, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? La première reprise, pour le prix du meilleur article francophone, c'est vraiment un soulagement. C'est vraiment ça le prix que je recherchais, parce que succéder à mon collègue et confrère Alessandro Robespierre, c'était vraiment ça. C'était de faire revenir ce prix-là à l'Observateur. Et vraiment, le prix du meilleur journaliste de l'année, ça c'était une surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et là, vous pensez à qui ou à quoi? Bien sûr, à tous ceux qui ont abattu ce travail-là derrière moi. C'est vraiment un travail en famille à l'Observateur. Donc, à ce moment précis, c'est à tout ce monde-là derrière vous que vous pensez et vous tenez à le partager. Et sans oublier, bien sûr, ce peuple-là qui a montré aux yeux du monde qu'il pouvait se mettre seul contre la volonté d'un homme. Alors, on voit ici les 2 différents prix, les 2 différents trophées plutôt, mais de quoi est composé les prix que vous avez reçus? Les prix, au-delà des 2 trophées, des certificats, sont composés aussi de matériel, notamment d'un iPad, d'une enveloppe de $4000 et d'un ensemble je ne sais pas comment, d'un ensemble de gratifications qui sont une éligibilité à des bourses de formation. Voilà. Et cette somme d'argent que vous avez reçue, elle est personnelle ou? Bien sûr, elle est collective comme le travail. Très bien. Et je pense que vous avez aussi reçu un voyage au siège de CNN. Oui, une bourse de formation. Je suis éligible à la bourse de formation de 3 semaines au siège de CNN Atlanta. Ok, et donc vous n'allez pas pour autant démissionner de l'Observateur? Oh non, pas du tout. Il me reste le prix CNN, comme je l'ai dit dans une interview, c'est 3 fois vous devez participer. J'espère bien participer les 3 fois en étant l'Observateur. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci. Merci beaucoup Yassine Sanou d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le plus jeune et puis le double lauréat du prix CNN 2015. Nous poursuivons ce journal et nous nous rendons à Bobo-Dioulasso où il a été renforcé, nous parlons toujours de journalisme, il a été donc renforcé le partenariat existant entre les journalistes et communicateurs scientifiques et l'Agence nationale de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation. Une rencontre d'échange, mais aussi une signature de convention ont matérialisé la force de ce partenariat. Les précisions avec Betty Bienaon et Moumouni Barou. Cette visite de terrain à la station de Farakoba a permis de découvrir les potentiels vivriers et sémenciers burkinabés, ainsi qu'un éventail de travaux de recherche engagés ces dernières années par l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles. Plusieurs parcelles d'expérimentation ont fait l'objet de visites et les journalistes et communicateurs scientifiques ont pu toucher du doigt l'expérience menée sur des plantes fourragères, du coton, de l'arachide, du riz et des variétés de maïs dont la technologie est mise au point par des chercheurs nationaux en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est un projet que le gouvernement du Burkina Faso a obtenu auprès de l'UEMOA pour valoriser 6 variétés de maïs qui ont été mises au point par l'INRA, particulièrement à Bobo ici. Et nous avons la charge de travailler dans ce projet afin que ces variétés de maïs-là puissent être vulgarisées. La rencontre a d'abord débuté par un atelier de présentation de technologie au cours duquel l'association des journalistes et communicateurs scientifiques a eu des échanges avec des chercheurs, des inventeurs et des innovateurs pour une meilleure collaboration. Les autres qui ont les résultats de la recherche, des innovations, doivent communiquer et les journalistes donc vont avoir toutes les informations nécessaires pour que le grand public soit au courant de ce qu'il y a comme résultat de la recherche et puisse les adopter. Cette rencontre est couronnée par la signature de conventions de partenariat entre l'association et l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et des innovations.
Le photojournaliste en période électorale, c'est le thème qui a sous-tendu la formation portée par la section Burkina de l'Union des photojournalistes de l'Afrique de l'Ouest. Après une interruption due aux événements du 16 septembre, la formation a connu son épilogue cette semaine. Voyons tout cela dans le détail avec Lassina Ouattara, Oumar Zombré et Nyar Kiteda. Cette formation, entièrement dispensée par des formateurs nationaux aux journalistes, photographes et étudiants en journalisme, devrait leur permettre d'avoir une bonne maîtrise des outils de photojournalisme ainsi que des textes et lois qui régissent le métier. Pour le coordonnateur de cette formation, cela va accroître et renforcer leurs capacités dans les différentes rédactions. La majeure partie des amateurs laisse l'appareil travailler, alors que le professionnel peut obliger l'appareil à donner ce que lui, il veut en temps réel. Donc c'est des techniques qu'il faut permettre aux différents photographes de comprendre et de maîtriser. C'est à nous de dire aux collègues de ne pas se contenter de l'après-événement ou bien avant-événement, mais de donner le sujet réel. Parce que le photojournaliste travaille sur le sujet et non ce qu'il veut. Une vingtaine de participants prennent part à cette formation, une formation dont la finalité est de leur permettre d'être plus professionnels dans l'exercice du métier. J'ai reçu encore une connaissance pour aller de l'avant dans mon travail. Avec ce que j'ai appris, je pourrais mieux illustrer mon texte avec des images de qualité faites par moi-même. Et au bout de la formation, les participants reçoivent ici leurs attestations. Mais avant de retrouver leurs rédactions respectives, ils ont fait aux organisateurs quelques recommandations pour l'amélioration des prochaines éditions. Et pour un circuit de distribution opérationnel et efficace, le réseau des acteurs de la distribution des produits audiovisuels et musicaux s'engage. Le réseau a dans sa ligne de mire la piraterie de ses productions audiovisuelles, mais aussi celle des œuvres littéraires et artistiques. La présentation du réseau, c'est avec Daouda Ouattara, Jérémy Ouedraogo et Nyar Kiteda. Lutte contre la piraterie, le réseau des acteurs de la distribution des produits audiovisuels et musicaux, le REDISPAM, s'engage. Assaillir et formaliser le milieu de distribution des produits audiovisuels et musicaux au Burkina, tel est le combat du réseau de la distribution des produits audiovisuels et musicaux. Ces promoteurs veulent développer des opportunités commerciales à travers l'appropriation des réseaux de distribution des produits culturels. Nous serons avec les maisons de production, nous allons amener aussi même les artistes à savoir qu'il y a maintenant un canal où il faut vraiment passer par ce canal pour se faire connaître. Pour le ministère tutelle, ce réseau vient à point nommé, car il comble un vide. Cette structure, selon le département en charge de la culture, va faciliter à la fois et la distribution et l'accessibilité des produits de l'audiovisuel et musicaux sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons fait une étude sur la compétitivité des produits légaux. Et la compétitivité des produits légaux démontre que l'un des facteurs d'achat de produits est plus cher que le produit piraté, par exemple. Donc nous avons fait cette structuration des coûts-là qui nous permet aujourd'hui de savoir les leviers sur lesquels on peut toucher pour réduire le coût. Le réseau des acteurs de la distribution des produits audiovisuels et musicaux est un regroupement de distributeurs, vendeurs et revendeurs des produits audiovisuels et musicaux au Burkina. Premier du genre, ce réseau se veut être une référence en matière de distribution. Le sport, et je reçois pour vous Jérôme Tiendrbergo, le chef du service sport himself. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Peggy. Nous entamons ce rendez-vous dominical sportif avec donc la défaite des étalons locaux hier face au Nigeria. Alors, il faut dire que c'était dans le cadre du match aller comptant pour les éliminatoires du CHAN 2016. Le CHAN, c'est la CAN à l'échelle des locaux, donc qui concerne rien que les joueurs locaux qui évoluent sur le continent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la conférence de presse d'après-match n'a pas été du tout joyeuse pour Drissa Malo Saboteur, l'entraîneur des étalons locaux. Il a répondu à une question d'un confrère qui demandait si la veille de match, l'entraînement donc de veille de match n'avait pas joué sur le physique des étalons de ces poulains. Donc, il répond au micro de nos envoyés spéciaux, Moussa Ouedraogo et Yacouba Ouedraogo.
Alors comment il peut dire qu'on a fait 2 heures de temps alors que c'est moi qui avais mon chrono? Lui, il n'était pas là. Il est venu après. Donc vous voyez que ces gens des journalistes, quand ils vont arriver au Burkina, ils vont raconter des choses qu'ils n'ont pas vues. Je préfère dire la vérité ici. Il n'était même pas là et déjà il dit ici qu'on a fait 2 heures d'entraînement. C'est malheureux. Saboteur, je ne dirais rien de plus sur ce qui semble être donc une fuite en avance. Nous allons retrouver l'entraîneur de Super Eagles du Nigeria, Jean-François Lokyoto, qui s'exprime toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Au football, la règle numéro 1 est quand même le respect de l'adversaire. Si le Nigeria a bien géré tactiquement son match, je pense que nous avons la possession de balle pendant quasi les 90 minutes de la rencontre. On s'est fait un peu peur après le 1-0, on a reculé un peu trop. Mais après, on a vite rectifié le tir à la mi-temps. On a vu une deuxième mi-temps du Nigeria qui était meilleure par rapport à la première. Que nous avons bien étudié le Burkina. Ça m'a fait faciliter aussi un peu, parce que je connais très très bien ce championnat. Donc on a pris cette équipe très au sérieux. Quand Jean-François Lokyoto dit qu'il connaît très très bien l'équipe locale du Burkina Faso, connaît bien le championnat, ce n'est pas faux parce qu'il a entraîné l'Asfa Yenenga, donc il a eu à affronter les différents clubs du pays. D'accord. Alors vous avez aussi quelque chose pour nous concernant les étalons dames U20 qui ont rencontré cet après-midi même leurs homologues éthiopiennes. Alors elles étaient en course pour la Coupe du Monde de leur catégorie, malheureusement en concédant le match nul 0-0 ce soir même du côté de l'Éthiopie, elles mettent fin à leur course parce qu'elles avaient été battues ici au stade municipal 2-0 le week-end dernier. Donc c'est fin de parcours pour ces étalons U20 qui au passage ont quand même fait un bon parcours parce qu'elles ont lors du premier tour éliminé le Djibouti en les battant là-bas 2-0 et ici 5-0. Et en écartant également l'Algérie pour finalement tomber sur une équipe éthiopienne qui est quand même, croyez, une bonne équipe. D'accord. Alors, pour terminer, Jérôme, les étalons cyclistes n'ont pas brillé au Cameroun. Alors, c'était au Tour du Cameroun, le prix Chantal Biya 2015 qui s'est disputé dans la 4e étape s'est disputée aujourd'hui entre Saint-Méliman et Yaoundé sur 165 km. Les étalons, comme vous l'avez dit, n'ont pas du tout brillé. Le premier Burkinabé au classement général est Abdoulaziz Nikiema qui vient 33e à 19 minutes 21 secondes, s'il vous plaît, derrière le leader camerounais Jérémy Francis Nzeke. Donc, mais il y a eu un abandon même du côté des étalons. Et les 6 étalons regagnent le Bercail demain déjà pour continuer sur Diebougou où les attendent leurs coéquipiers présélectionnés pour le Tour du Faso. Alors, ils vont s'entraîner du côté de Diebougou jusqu'au Tour du Faso. Et je crois que c'est mardi qu'ils vont les rejoindre pour cette préparation-là. Rappelons que le Tour du Faso, ça commence le 30 octobre et ça finit le 8 novembre prochain. Et on espère que les entraînements seront mesurés. On l'espère bien, oui. Merci Jérôme pour tous ces renseignements. Et merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme et puis bonne reprise de travail à toutes et à tous. Au revoir.